Bonjour, je suis Pascal Gauche. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les nouveautés de Premiere Pro 2024. Ouais, les nouveautés de Premiere Pro 2024. Et nous sommes au mois d'août 2024. Oui, je sais, je ne me suis pas pressé pour ces nouveautés 2024. Mais il se trouve aussi que Adobe, il bosse fort. Donc, il bosse terriblement et il n'arrête pas de nous faire des nouveautés, des mises à jour, des trucs de machin. Donc en fait maintenant, bon d'accord, ok, il y a une grosse mise à jour tous les ans, très bien, mais il y a plein de petites mises à jour à côté. Eh bien je vais profiter de ce simili-retard pour vous en donner quelques-uns, et pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, mais 20. Et même un tout petit peu plus, parce qu'il y aura quelques micro-bonus. Donc voilà, 20 nouveautés sur Premiere Pro 2024. Donc, sans plus attendre, eh bien, allons-y, regardons ce que Premiere Pro a à nous apporter. À tout de suite. Une accélération sans précédent, une optimisation des performances de la timeline multipliée par 5. Et oui, il y a des améliorations en fait considérables lors des outils et de leur manipulation qui a été faite pour justement nous faciliter notre travail, que ce soit au niveau de l'export, où là c'est purement mécanique, qu'au niveau des outils qui nous sont proposés comme de l'IA, et c'est ce qu'on va voir dans toutes ces nouveautés. Cette accélération est immédiatement perceptible en fait dans les différentes fonctionnalités, ce qui se traduit par un processus d'édition plus rapide et plus réactif. Ça marche très très bien dans mon système. Peut-être que dans le vôtre, vous pouvez avoir des chopi-chopas de temps en temps. Et oui, ça dépend des systèmes, ça dépend des configurations que nous avons. Il y en aura pour lesquels il n'y aura aucun problème et ça va marcher effectivement 5 fois plus rapidement que 2023 et d'autres qui auront des petits soucis de compatibilité. Donc pensez bien à faire le ménage dans vos caches, d'avoir les drivers, les derniers drivers de vos cartes graphiques, d'avoir les cartes graphiques les plus récentes, etc., pour pouvoir apprécier au mieux toutes les capacités, toutes les performances d'Adobe Premiere Pro. Et je répète, et je vous rappelle que je n'ai aucune action chez eux. Que les choses soient bien claires, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est vrai que j'aime bien ce qu'ils font. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà la première des possibilités, la première des nouveautés, c'est que Adobe va 5 fois plus vite que 2023. Passons à la suivante. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait comme bruit là? Non, j'espère que je ne vous ai pas explosé les oreilles. Non, c'est pour déconner, mais c'est simplement pour vous montrer que de temps en temps, oui, malgré tout ce que j'ai pu vous raconter sur la fiabilité et tout ça, ça arrive, ça peut arriver que Premiere se plante et que pour une raison X ou Y, eh bien, votre projet s'arrête et crash. Et donc là, juste après, quand vous réouvrez Premiere, eh bien, vous avez la possibilité de réouvrir votre projet avec ce petit bandeau rouge qui apparaîtra. Premiere Pro s'est arrêté brusquement alors qu'un projet était ouvert. Rouvrir, et là, ce qui est génial avec ce rouvrir, c'est que réellement, à chaque fois, les rares fois, pas à chaque fois, il n'y en a pas tous les jours quand même, heureusement, mais à chaque fois que j'ai dû réouvrir, eh bien, ça s'est réouvert à l'endroit où j'étais, je n'avais rien perdu, c'est super pratique. C'est bien plus rapide à remettre en marche que de repasser par les autosave qui marchent toujours génialement bien, mais dont on va voir un petit peu les améliorations justement. Une petite amélioration qui est vraiment très très importante juste après ça. Mais là voilà, la restauration des projets a été énormément améliorée. Elle se calque en fait sur le principe de Photoshop, où là aussi, dès que le Photoshop se plante, boum, en récupérant le projet, eh bien il est exactement dans les termes dans lesquels vous l'aviez laissé avant. Voilà la restauration des projets dans Premiere Pro. Justement, donc l'enregistrement des projets, l'enregistrement automatique des projets, comment est-ce que ça marche? Eh bien tout ça, on va le retrouver dans les préférences. Sur Mac, ça va être dans Adobe Premiere Pro et Réglages, puisque maintenant ils ont eu la gentillesse de nous faire deux appellations différentes d'un OS à l'autre, quand même c'est pas mal. Et sur PC, c'est donc dans Édition, Préférences. Et dans Édition, Préférences, nous avons l'enregistrement automatique qui vient là et qui est présent. Et donc là, comme on peut le voir, je crois que ça, c'est les valeurs par défaut. Nous avons un enregistrement automatique toutes les 5 minutes et un nombre de versions du projet de 20 instances. Alors l'amélioration qui est énorme par rapport à avant, avec cette capacité de réouvrir un projet qui vient de se planter, eh bien, c'est que les enregistrements automatiques maintenant se font en background. Eh oui,
Ça veut dire qu'on n'a plus la fameuse pop-up qui arrive. Donc, on peut augmenter considérablement le nombre d'enregistrements automatiques pour essayer de limiter au plus, en fait, tous les problèmes, toutes les mésaventures. Ce qui veut donc dire que l'enregistrement automatique maintenant, eh bien, j'ai tendance non plus à le mettre à 5 minutes, mais pourquoi pas à 2 ou 3 minutes. Ce qui veut donc dire que j'aurai là, toutes les 2 minutes, un enregistrement et j'aurai 20 enregistrements de mon projet, sachant que le 21e va écraser le numéro 1, le 22 va écraser le 2, etc., etc. Il faut bien prendre en compte ça. Ce ne sont pas des copies de travail. Sinon, vous avez fichier ou fichier enregistré, une copie. Et là, dans ces cas-là, c'est une copie de travail qui vous permettra d'être conservé par la suite. Là, ils vont être automatiquement écrasés au fur et à mesure. Donc, vraiment, gardez-le bien en tête. Et surtout, l'enregistrement automatique maintenant, je le mets toutes les 2 minutes. Si vous voulez en mettre 200, vous en mettrez 200. Vous aurez donc 200 lignes. Mais pensez bien que ce n'est pas grave. Avec nos systèmes, on a de plus en plus de mémoire et que les projets premières sont des projets qui ne font un lien, en fait, avec nos médias. Il n'y a aucun média à l'intérieur d'un projet première. Il n'y a que son adressage, que son lien. Donc, c'est un document XML. En fait, c'est un document texte avec des balises. Ceux qui ne connaissent pas le XML, on s'en fiche un peu, mais c'est un peu comme le HTML des pages web, par exemple. Voilà, il y a des balises, machin, il y a des codes qui sont écrits, mais c'est du code. C'est-à-dire que c'est du texte. Et donc, ça ne pèsera rien. Les plus gros projets, je crois que c'était 60 ou 80 mégas. Donc, c'est ridicule. Là, vos projets, ils vont faire 200, 300 K, 1 méga, 2 mégas, 3 mégas, c'est tout. Donc, vous pouvez en avoir comme ça une succession, si vous le désirez, pour garder comme ça une quantité importante de vos versions. Personnellement, ça m'est arrivé que 2 fois dans ma vie de remonter à plus de la dernière fois, c'est tout. Donc rien que pour ça, c'est important d'en avoir, mais j'irai jamais jusqu'à 200 instances, c'est pas nécessaire. Et pour ceux qui font les projets d'équipe, donc vous pouvez le mettre dans un endroit un petit peu plus pratique à retrouver. Et je dis OK. La quatrième nouveauté de ce Premiere, c'est la possibilité de créer des modèles de projet et de le sélectionner au départ pour la création d'un nouveau projet. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis des années. C'est-à-dire depuis des années, je me suis créé sur mon disque dur un projet sous forme d'un dossier avec des sous-dossiers. Et dans un de ces sous-dossiers qui me permettent de ranger même ma musique et tout ça, j'ai un dossier Premiere Pro dans lequel j'ai un projet Premiere Pro. Et ce projet Premiere Pro, quand je prends mon dossier et que je le copie et colle pour éviter de le détruire, et que je le copie et colle à un endroit où je veux travailler sur mon disque dur et je fais mon projet à ce nouvel endroit, comme ça l'original lui il est intouchable, eh bien j'ouvrais directement le projet de Premiere qui était formaté comme je le voulais. Et ça veut dire quoi formaté? Eh bien regardez, si je vais dans un nouveau projet et que j'ouvre ce projet-là qui s'appelle Orga Pascal, là faites bien attention que dans l'organisation de votre Premiere, eh bien, l'Orga Pascal, comme on le voit, là, le projet, eh bien, la seule différence par rapport au projet Premiere Pro Nouveauté 2024, c'est uniquement qu'une fenêtre. Tous les éléments qui sont ouverts et que vous utilisez de façon courante d'un projet ou l'autre sont tous ouverts en même temps. Il faut vraiment faire attention à ne pas se planter et se tromper de projet. Donc là, je revais bien sur le projet et le panneau qui indique panneau projet Pascal. Et là, voilà mon organisation. J'ai donc des chutiers que je me suis créés dans ce projet qui sont complètement vides. Et non seulement je me suis créé un certain nombre de chutiers, mais regardez, j'ai même mis un numéro. Et ce numéro, quand je vais pouvoir le trier par ordre alphanumérique, eh bien, je vais pouvoir le trier sous forme d'importance pour moi. Et oui, le premier pour moi, ce qui est le plus important dans un projet, ce sont les séquences, puisque je travaille dessus. En dessous, en numéro 2, je mets les rushs, pourquoi pas. En numéro 3, les images, la musique, le son, etc. qui vont suivre avec des niveaux et des numéros qui s'incrémentent au fur et à mesure. Ça, c'est une idée d'organisation. Vous, elle sera peut-être beaucoup plus complexe avec des sous-dossiers, des dossiers de sous-dossiers de sous-dossiers, parce que vous travaillez d'une certaine façon, ou vous avez une web-série qui a différentes organisations, vous travaillez sur un documentaire, vous aurez une autre organisation, etc. Mais ayez une organisation, c'est fondamental. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez créé ce document qui est vide, ce projet est vide, hein, vous êtes d'accord, j'ai rien apporté dans mes rushs, regardez, tout est vide, il n'y a rien dedans, eh bien je vais pouvoir faire un enregistré comme modèle.
Et à partir du moment où je l'aurai enregistré comme modèle, eh bien, ce modèle va être pris en compte dans la création de mon nouveau projet. Je suis allé dans l'accueil. Si je crée un nouveau projet, je vais mettre son nom. Et vous voyez que là, modèle de projet arrive et je peux choisir les différents modèles de projet que je souhaite. Et vous pouvez avoir autant de modèles que vous avez de travaux. Si vous faites, j'insiste, une web TV, si vous faites un documentaire, si vous faites une fiction, si vous faites un corporate, si vous faites une pub, tout ça, ce sont des organisations de travail différentes et dont vous pourriez avoir des projets vierges, mais déjà organisés pour vous faciliter le travail après. C'est un gain de temps phénoménal. Ok, le 5e point que j'aimerais aborder avec vous, c'est la synchronisation avec le cloud. Et oui, parce qu'on a un certain nombre de drives à notre disposition. Il y a par exemple 100 gigas quand même avec la version de base de l'allocation chez Adobe. Avec votre identifiant, vous avez quand même 100 gigas qui est à votre disposition. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Vous avez aussi de OneDrive, par exemple. Vous avez Dropbox. Vous avez comme ça des drives à votre disposition. Et ce qui est génial, c'est qu'on a la capacité comme ça donc d'avoir accès à différents médias partout dans le monde, bien évidemment, là où on est. Mais aussi, ce qui est important, c'est qu'il y a une sorte de lien qui reste en place, une sorte de dynamic link qui fonctionne très très bien entre les deux. Et ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire que s'il y a une modification, il y aura automatiquement une synchronisation de ce que vous avez utilisé dans la timeline par rapport à la modification qu'il y a pu y avoir à l'intérieur du cloud. Donc regardez comment ça marche. Je suis donc là, ici, dans mon explorateur des médias, au travers duquel je vous conseille très très fortement d'aller chercher l'ensemble de vos médias quand vous voulez les importer dans Premiere. C'est génial parce que vous voyez que ça vous permet de visualiser les éléments un petit peu comme dans Bridge. Et un jour ou l'autre, je ferai peut-être un tuto sur Bridge tellement c'est merveilleux. En tout cas, vous avez la possibilité de visualiser et vous n'aurez que les éléments qui sont importables à l'intérieur de Bridge qui sont visibles à l'intérieur des dossiers que vous avez sur votre ordi. C'est quand même super pratique. Donc là, par exemple, voilà cet élément qui m'intéresse, qui se trouve sur mon OneDrive. Donc je le prends et je le dépose. Et là, boum, c'est très très rapide. Pourquoi c'est très rapide? Parce que ça fait que 2 secondes 9. Donc 2 secondes 9 images, forcément, le passage va être très rapide de mon cloud, surtout que je suis là chez moi. Donc je vais simuler là le fait de faire une modification sur mon original qui est sur le drive, en faisant d'abord une modification sur une copie de ce Overboard 17, puis je vais le mettre dans mon OneDrive et on va voir ce qui se passe à l'intérieur de Premiere. D'accord? C'est un petit juste pour vous montrer que la synchro fonctionne. Donc je mets ça dedans. Et voilà, il me l'a donc écrasé. Et si maintenant je retourne dans Premiere, attention, ça va être rapide. Là, on le voit avec la petite étiquette, là, il n'y a rien qui se passe pour le moment. Mais si je clique dessus, boum, instantanément, ça l'a mis et donc ça l'a mis à jour. Tout ça pour vous dire que là, évidemment, je suis sur mon système et donc je vais chercher un truc de mon système dans mon système. Donc c'est sûr que ça va très très vite. Mais quand vous aurez une bonne connexion avec de la fibre et tout ça, vous avez donc la possibilité, à chaque fois que vous allez faire des modifications sur votre original dans le cloud, la modification sera prise en compte à l'intérieur de votre timeline. Ça, c'est vraiment très très bien. Donc là, nous allons parler de la 6e nouveauté, qui est le fait de pouvoir gérer la couleur directement, les préférences couleurs directement au travers de l'effet couleur lumétrique. Et ça, c'est vachement intéressant. Regardons comment est-ce qu'on va procéder. Donc là, j'ai ma jeune femme qui est en train de marcher le long d'une petite pente. Et si je vais dans mon espace de travail couleur, je répète, c'est mon espace de travail de couleur. Je fabrique des espaces de travail qui me sont propres à chaque fois, qui sont différents des espaces de travail classiques. Et dedans, eh bien, j'ai bien modifié qui va apparaître si je sélectionne mon élément, ça c'est parfait, mais juste à côté, il y a réglage. Et ça, c'est tout neuf. Et dans ce réglage, eh bien, j'ai les préférences, projets, clip source, etc. Et dans les couleurs d'affichage, pour le moment, ce qui est coché, qui n'est pas coché par défaut, eh bien, c'est la gestion des couleurs d'affichage. Et ça nécessite donc une accélération GPU, comme c'est indiqué. Et ça va me rendre en fait les vraies valeurs sur un moniteur. C'est-à-dire ce sont les vraies valeurs que je vais obtenir lorsque je vais faire mon exportation. Ça compense la manière dont a mon moniteur de me montrer les images. Et donc, si je le décoche, eh bien, on voit que c'est très légèrement plus clair, un petit peu plus plat. Donc, il y a un manque de contraste qui peut me polluer un petit peu lorsque je ferai mon étalonnage et ma correction colorimétrique. Concernant la transmission aux lectures périphériques, eh bien ça c'est maintenant un nouvel apport d'Adobe qui donne la possibilité
d'exporter sur des visionneuses qui supportent le SRT. Le SRT n'étant pas le subtitle, c'est pas des sous-titres. Là, c'est vraiment une technologie de lecture et d'envoi de l'information sur des visionneuses externes. Donc, si c'est coché et que vous avez des visionneuses externes, eh bien, vous aurez la possibilité de le voir. À l'intérieur du projet, eh bien, on va voir ce que l'on avait déterminé dans le projet au moment de la création de ce projet. Donc, on retrouve les mêmes éléments au départ que l'on pourra modifier. Détecter automatiquement l'espace colorimétrique de la vidéo, ça c'est extrêmement intéressant parce que ça me permettra de prendre en compte l'espace colorimétrique dans lequel ça a été tourné, au défaut de ne pas l'avoir coché, et dans ces cas-là, ce sera par défaut au Rec 709. Alors je rappelle que le Rec 709, c'est la recommandation 709 qui est l'espace colorimétrique de la télé. C'est l'espace colorimétrique des écrans généraux, c'est l'espace colorimétrique du web, c'est l'espace colorimétrique de Photoshop, c'est l'espace colorimétrique de la diffusion télé. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose, un univers dans lequel vous pouvez aller sans aucun problème et vous serez toujours bien. Si par contre vous avez shooté en HDR et dans ces cas-là, eh bien vous aurez la possibilité de choisir des espaces colorimétriques différents que vous choisirez en fonction des bécanes que vous aurez utilisées pour votre enregistrement. Moi je vais rester sur le 709 et ça c'est donc le clip source. Évidemment on peut mettre une lutte en entrée qui permettra, si jamais vous avez tourné par exemple en S-Log, la lutte en entrée permettrait en fait de récupérer toute l'information colorimétrique pour passer par exemple en Rec 709 du log S-Log de Sony, puisque j'utilise beaucoup Sony. Si vous êtes sur Canon, si vous êtes sur Panasonic et autres, vous allez sur le site du fournisseur et il vous donnera une lutte qui va vous permettre de transformer, si je puis dire, votre S-Log 2, S-Log 3, n'importe quel type de log en Rec 709 si vous le désirez, ou évidemment en d'autres espaces colorimétriques. Voilà, pour la séquence, c'est le même principe, et ça, c'est quelque chose de tout neuf, c'est quelque chose qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la gestion des couleurs dans Premiere Pro. Alors la 7e nouveauté dans Adobe Premiere Pro, c'est le fait d'avoir la possibilité de gérer en fait nos différents plugins qu'on a importés directement à l'intérieur d'une boîte qui est dédiée à ça, au lieu de passer par l'intermédiaire de notre arborescence, du Finder, de l'explorateur pour aller chercher les trucs et puis soit les virer, soit les désactiver, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc quand on a des éléments qui sont appliqués à l'intérieur de Premiere, eh bien certains peuvent faire planter l'ordi et donc se retrouver avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire devoir réouvrir le projet. Et donc pour gérer ça, eh bien ça se passe dans l'espace de travail effet uniquement pour apporter évidemment le panneau effet, sinon dans n'importe quel autre espace de travail où vous avez le panneau effet, ça marchera. Vous avez le petit hamburger, le menu contextuel qui vous est proposé et tout en bas, eh bien vous voyez quelque chose qui est tout neuf qui s'appelle gérer les effets vidéo. Et là, vous allez retrouver tous les plugins que vous avez installés sur votre bécane. Et donc, si jamais vous avez un problème de compatibilité d'un de ces plugins avec le fonctionnement de Premiere, eh bien vous pouvez vous amuser à tous les désactiver et puis ensuite les réactiver petit à petit, un par un, pour voir jusqu'où celui qui vous pose un souci eh bien, va apparaître et comme ça vous permettra de visualiser. Donc ça, c'est la possibilité de, avec le gestionnaire d'effets, activer tout ou désactiver tout. Et vous avez évidemment le pendant, pour ceux qui font de l'audio, de gérer les plugins audio dans lequel vous retrouverez les plugins spécifiques audio que vous aurez pu installer à l'intérieur de Premiere. Et c'est ce qui vous permettra comme ça de gérer les risques de crash ou les crashs éventuels ou le mauvais fonctionnement de Premiere plugin par plugin. C'est super efficace.